Je pense que nous sommes en train de constater ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai créé ce parti politique il y a 18 ans, c'est que la construction européenne, dans son principe, est faux. C'est un faux principe. Parce que l'on force des pays à s'intégrer dans une structure supranationale dont on ne connaît pas le terme, d'ailleurs, on ne sait pas quelle sera vous savez, on parle de construction du socialisme, mais quand est-ce que le bâtiment sera disponible? C'est comme la construction du socialisme, hein. Construction européenne, on ne sait pas quel en sera le terme. Mais on met un nombre croissant de pays dans une structure, comme s'ils avaient des intérêts communs, au motif qu'ils sont sur un même continent, mais c'est complètement faux. Et notamment vis-à-vis de la Russie, il y a des États, notamment les pays baltes par exemple, qui pour des raisons historiques, religieuses, ethniques, et j'en passe, n'aiment pas les Russes. C'est comme ça. Bon, qui est une Estonienne, d'un pays d'1 300 000 habitants. Donc, qui prétend être la ministre des Affaires étrangères d'un ensemble de 450 millions d'habitants. Et parmi les autres pays, la France par exemple, je ne parle pas de Macron. Macron, c'est un accident de l'histoire. Mais la France, normalement, les intérêts nationaux de la France, c'est au contraire d'être en très bons termes avec la Russie. C'est ce que disait De Gaulle. De Gaulle disait qu'à chaque fois dans sa longue histoire millénaire, à chaque fois que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'elle a été en mauvais termes, ça a été des mauvais moments de l'histoire de France, ce que disait De Gaulle en 64-65. Et De Gaulle meurt en 1970, mais regardez, 55 ans après, il a encore raison. Voilà. Nous, notre intérêt, je ne parle pas de Macron, mais notre intérêt national à nous, serait d'avoir des très bonnes relations avec le Kremlin, de telle sorte qu'au moment de cette affaire ukrainienne, la France aurait pu apparaître comme une espèce de nation faisant les bons offices et permettant d'avoir un rôle international, ce que d'ailleurs De Gaulle avait fait. Rappelez-vous par exemple que les négociations de paix entre le Viet Cong et les États-Unis, à la fin de la guerre du Vietnam, se sont tenues à Paris. Parce que toutes les parties trouvaient que finalement la France était le seul pays acceptable. Bon. Malheureusement, nous sommes entrés dans cette construction européenne, qui est une construction idéologique, et où tous les pays tirent à U et à dia. Alors en plus de ça, nous avons un problème en France particulier, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, en fait ne représente pas les intérêts de la France, ni les intérêts du peuple français, il représente les intérêts de l'oligarchie qui l'a catapulté au pouvoir en mettant sous le boisseau l'ensemble des médias et des instituts de sondage. Donc tout le monde sait que Macron a bénéficié d'avantages outrageants en matière électorale, et que beaucoup de Français se sont laissés un peu dupés en votant pour Macron. Et en ce moment, nous assistons en France à une propagande d'État comme je n'ai rarement vu, peut-être même jamais vu depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu ça, un tel bourrage de crâne anti-russe pour assouvir les intérêts, même pas de Macron, mais des gens qui sont derrière Macron, en fait. Mais vous voyez bien que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que Macron est en train de faire la preuve du contraire de ce qu'il voulait prouver. Il a proposé une défense européenne, mais parmi les 27 États de l'Union européenne, vous avez ce que j'appelle des États fous furieux, enfin, des dirigeants fous furieux. Il y a Macron, il y a Madame Kaja Kallas, qui sont dans cet État. Mais vous avez d'autres pays, d'autres chefs d'État ou de gouvernement qui, eux, sont dans une position totalement différente. La Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie de M. Robert Fico, même l'Espagne et le Portugal sont très hostiles au caractère belliciste de l'Estonie ou de la France. Madame Mélanie elle-même essaye de rester en bons termes un peu avec Moscou, un peu avec Washington, et elle a dit, par exemple, qu'il était hors de question qu'elle envoie des troupes en Ukraine. De telle sorte que Macron, qui prétendait faire une défense européenne, il est obligé de se tourner vers le Royaume-Uni. Or, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, et Macron nous disait il y a quelques années que le Royaume-Uni s'effondrerait, mais il est obligé de se tourner aussi vers le Canada, ou vers la Turquie, ce qui signifie que Macron est en train d'expliquer à son corps défendant que le concept de défense européenne, ça ne marche pas. C'est ça qui est intéressant. Alors tout ça est perclus de contradictions, avec des chefs d'État et de gouvernement qui ne vérifient pas s'ils ont l'accord du peuple. Par exemple en France,
je suis persuadé que s'il y avait un référendum en France en ce moment sur la position de la France, il y aurait une majorité de Français qui seraient contre l'engagement de soldats français en Ukraine. Donc on est dans une espèce de semi-dictature. Voilà, on est dans une construction idéologique qui, à mon avis, est entrée en phase terminale, puisqu'on n'en comprend plus l'objectif, elle est percluse de contradictions, les résultats économiques sont effroyables, le niveau de vie des gens s'effondre, elle perd en influence, ça ressemble à la fin de la construction du socialisme. Dans ce contexte-là, imaginons, s'il n'y a pas de Frexit dans les années à venir, comment voyez-vous justement le futur de l'Union européenne, puisque, comme vous dites vous-même, les leaders ne sont pas d'accord sur des sujets majeurs? Alors ça peut durer encore quelques temps. Moi, personnellement, j'ai créé un parti politique il y a 18 ans pour dire que de toute façon, ça finira par exploser. Bon. Et simplement, c'est comme dans les Saintes Écritures. Nul ne sait le jour ni l'heure. Voilà. Ça peut être dans 6 mois, dans 5 ans, dans 15 ans. Bon. Ce système ne pourra pas durer. Voilà. On en voit tous les prémices et c'est ce que je viens de dire. Donc, ce qui peut se passer, c'est que ça peut durer encore quelques temps, mais il y a des phénomènes de désagrégation importants. Et il y a d'abord et avant tout le problème économique et financier. La France, elle est au bord de la ruine. C'est vraiment très grave ce qui se passe en France. Macron, qui a vraiment, on se demande s'il l'a fait exprès ou pas, mais il a placé la France dans une situation financière absolument épouvantable. Et on en est maintenant, bientôt le premier budget de l'État, ça va être les remboursements des intérêts, même pas du capital, et on continue à s'endetter. De telle sorte qu'il est possible que des agences de notation américaines, Standard & Poor's ou Moody's, dans 6 mois, dans 1 an, déclassifie la France, qui déjà a double A-, il le passe en A+. Alors c'est des choses techniques, mais qu'il faut que les gens qui s'intéressent au vrai sujet aient bien à l'esprit, parce que si on passe de double A- à A+, il y a aussitôt des quantités d'investisseurs internationaux, des fonds d'investissement américains, qui ne pourront plus acheter de la dette française parce que, pour des questions de solvabilité, des lignes fixées par leur conseil d'administration, ou bien par tout simplement leur ratio de solvabilité, vont décider de ne plus acheter les créances d'un État qui n'est plus coté au moins double A-. Donc la France va se retrouver dans une situation, il n'est pas exclu qu'on soit bientôt placé sous la tutelle du Fonds monétaire international, qu'on soit obligé de vendre. Donc je pense que la France en particulier va vers des graves événements politiques, économiques et financiers. En parlant des dettes, tout récemment, Volodymyr Zelensky a dit qu'il ne va pas rembourser ce que les Américains considéraient comme dette, argent aux États-Unis. Il dit que les fonds fournis par les États-Unis n'étaient pas des prêts, mais des dons. On comprend très bien que tout l'argent que l'Union européenne avait envoyé à l'Ukraine ne sera pas remboursé non plus, forcément. Le président français Emmanuel Macron est prêt à donner encore 2 milliards de plus. Ma question est suivante. Les États-Unis ne vont pas donner éternellement. À quoi sert ce maintien artificiel de l'Ukraine en vie ? Parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est justement, on fait prolonger 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et jusqu'à quand ça peut durer? Alors moi, je comprends la position russe. Je comprends la position américaine de Donald Trump, qui est une position rationnelle. À la limite, je comprends aussi la position de Zelensky, puisque finalement, il essaie de sauver sa peau et son pouvoir. D'ailleurs, on sait que s'il y avait des élections en Ukraine, il ne serait certainement pas réélu. Il aurait son compétiteur principal qu'il a envoyé comme ambassadeur au Royaume-Uni, qui sans doute serait élu à sa place. Donc, sa position de Zelensky est rationnelle. Il s'accroche à son pouvoir. En revanche, il y a une position qui défie la rationalité, c'est la position de Macron, puisque nos intérêts nationaux sont le contraire exact de ce qu'il fait. Je disais à l'instant que la France est dans une situation de quasi-faillite. Vous évoquez le fait qu'il a dit qu'il allait donner 2 milliards supplémentaires. Enfin, tous les Français qui vivent en France, ou les étrangers qui vivent en France, voit bien que nos services publics sont en pleine dégringolade. Maintenant, il y a 5h30 d'attente dans les hôpitaux. La mortalité infantile remonte en flèche, un peu comme à la fin du RSS d'ailleurs.
Donc normalement, la rationalité voudrait qu'on arrête tout. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que Macron fait ça, et également peut-être Keir Starmer pour le Royaume-Uni. Je pense que M. Macron obéit à des commanditaires, ceux-là même qui l'ont envoyé au pouvoir en France par une manipulation des instituts de sondage et des médias. Ce qu'on appelle l'État profond aux États-Unis, c'est-à-dire les néoconservateurs et les démocrates, ils ont perdu la Maison-Blanche. Et on a l'impression qu'ils ont perdu la Maison-Blanche, mais ils ont mis encore plus la main sur l'Élysée ou bien sur le 10 Downing Street. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Voilà comment je peux vous donner cette raison. Ce qui est triste, si vous voulez, c'est que le peuple français, dans sa majorité, continue d'écouter les grands médias et reste apathique, ronchonne, râle dans son coin, mais ne tire pas les conclusions. Et ce qui est encore plus triste, c'est de constater qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, où théoriquement il devrait y avoir une opposition, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Le Rassemblement national, notamment, a bloqué la procédure de destitution de Macron qu'avait lancée la gauche.